Au sommaire de cette édition, au Sénégal, dans l'attente des résultats de la présidentielle du 24 février dernier, l'opposition dénonce les propos du gouvernement. En République démocratique du Congo, des milliers de miliciens ont rendu les armes au Kasaï, le fief de la famille du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis face à la persistance des manifestations, le président soudanais Omar El-Béchir a durci le ton ce lundi en interdisant ce type de rassemblement. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Des milliers de miliciens rendent les armes au Kasaï en République démocratique du Congo. Parmi eux, de très nombreux enfants. C'est l'un des premiers résultats de l'alternance politique en un mois, les précisions. Ils arrivent de la Brousse, direction Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une soixantaine de miliciens Kamwinan Sapou viennent rendre les armes aux autorités qu'ils ont combattues. Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir de paix. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection, dans cette région riche en diamants, les cérémonies de reddition se multiplient au centre de la RDC. Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent surtout en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges. Des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'elles sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants. Des enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires de leurs enfants. Après l'alternance, au Kasaï comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables, la paix durable est à ce prix. Au Nigeria, la Commission électorale nationale a commencé ce lundi à proclamer les premiers résultats de l'élection présidentielle du 23 février dernier. La course s'annonce particulièrement serrée entre les deux principaux candidats. 673 candidats étaient en lice pour la fonction suprême au Nigeria. Tout se joue entre le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, pour le Congrès des progressistes et l'opposant et ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Les résultats complets provenant de quelques 120 000 bureaux de vote à travers le pays sont attendus pour ce mardi. Les premiers résultats ont commencé à tomber lundi. L'INEC détaille le nombre de votants et le nombre de voix recueillies par chaque parti, État par État, dans les 36 États de la Fédération nigériane. Entre autres, la commission électorale a démarré avec l'État d'Ekiti, où le président Buhari est en tête avec 57,52% des voix, devant son rival Abubakar, qui a recueilli 40,41%. Les chiffres de cet État ne sont cependant pas très significatifs, avec moins de 400 000 votants par rapport aux quelques 112 millions de Nigérians qui étaient appelés à voter. Buhari a également remporté l'État voisin de Sun avec une maigre avance de 10 000 voix sur le PDP. Le principal parti d'opposition a accusé lundi le parti au pouvoir de manipuler les résultats des élections générales de samedi, alors que les résultats officiels n'ont toujours pas été annoncés. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États, auxquels s'ajoute le territoire de la capitale Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine.
Les premiers résultats officiels de l'élection présidentielle ont commencé à tomber ce lundi au Sénégal, où le pouvoir et l'opposition s'affrontaient sur la tenue ou non d'un second tour. Et ce, après la revendication par le camp du sortant Macky Sall d'une majorité absolue. Des membres de la coalition de l'opposition sénégalaise IDI 2019 ont tenu une conférence de presse pour répondre aux affirmations du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, selon lesquelles le président sortant Macky Sall aurait remporté le premier tour des élections avec au moins 57% des voix. Il critique vivement cette initiative qu'il qualifie de tentative de jeter les bases d'un coup de force électoral. Nous demandons aux populations sénégalaises de tous bords politiques, à la presse nationale et internationale, de ne tenir aucun compte de ce mensonge proféré à dessein dans le but de troubler l'ordre public et sans doute mieux faire passer une forfaiture en préparation. Ce mensonge programmé et totalement irresponsable avait pour objectif de remettre en cause la paix dans notre pays et ainsi créer un contexte propice à un coup de force électoral. Qu'il y a une volonté manifeste, clairement affichée, de la part du régime en place de détourner le vote des populations. Le président de la Commission nationale de recensement des votes, chargé de proclamer les résultats officiels provisoires à l'échelle nationale, a indiqué que l'institution serait en mesure de le faire jeudi ou vendredi au plus tard. Les résultats définitifs sont, eux, du ressort du Conseil constitutionnel, chargé d'examiner d'éventuels recours. La participation à ce scrutin, qui s'est déroulé sans incident majeur selon les différentes missions d'observation électorale, s'établissait à 68% après dépouillement des 2/3 des bulletins, selon une source proche du ministère de l'Intérieur. Le président gabonais est rentré du Maroc où il était en convalescence depuis 3 mois. Ce lundi, Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au palais présidentiel plusieurs responsables politiques. C'est son second retour depuis son AVC, le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite. Mi-janvier, le président gabonais avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. En effet, très peu d'informations filtrent sur le président et son état de santé. Des photos du chef de l'État recevant en audience les présidents de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, le chef de gouvernement et son directeur de cabinet ont été diffusées lundi par la présidence. Ali Bongo Ondimba est rentré dans la nuit de dimanche à lundi du Maroc, mais pourrait y retourner plus tard d'après son entourage. La présidence a précisé dans un communiqué que Bongo avait également annoncé que le tout premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Julien Nkogé Bekale, nommé en janvier, se tiendrait ce mardi. Ce même jour, Bekale doit prononcer son discours de politique générale devant le Parlement. Rappelons au passage qu'en janvier, une tentative de putsch a eu lieu à Libreville, dénonçant l'absence du président et disant vouloir établir une transition démocratique. Je le disais en titre, au Soudan, le président Omar El-Béchir a décrété ce lundi que seules les manifestations approuvées par les autorités pouvaient être organisées. Il a également annoncé une série de mesures visant à mettre fin à la contestation contre son régime. Face à la persistance des manifestations, le président soudanais a durci le ton ce lundi. Omar El-Béchir a décrété que seules les manifestations autorisées par les autorités seront tolérées. Mais les organisateurs de la contestation ont appelé le peuple à descendre de nouveau dans la rue. Dans le cadre des mesures liées à l'état d'urgence, il a aussi précisé avoir autorisé les forces de sécurité à mener des raids dans des bâtiments où sont menées des activités suspectes ainsi que des fouilles corporelles. Omar El-Béchir a également banni la publication ou l'échange, y compris sur les réseaux sociaux, d'informations portant atteinte à l'État ou aux citoyens.
Ceux qui violeraient ces dispositions encourent jusqu'à 10 ans de prison, a précisé la présidence, qui a fait des annonces après que des centaines de manifestants sont descendus dans les rues ce lundi, malgré l'état d'urgence décrété ce vendredi. La police a tenté de les disperser en envoyant des gaz lacrymogènes, mais les manifestants ont continué à demander le départ d'Omar El-Béchir. Le principal groupe organisant la contestation, l'Association des professionnels soudanais, s'est immédiatement montré défiant. Le Soudan est depuis le 19 décembre dernier le théâtre de manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. La contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant le départ d'Omar El-Béchir. Rejetant les appels à sa démission, ce dernier a toutefois opéré des changements dans les hautes sphères du pouvoir en limogeant le gouvernement. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique du jour nous emmènera au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal. Et parlant justement de l'actualité sénégalaise, proclamation prématurée des résultats par les acteurs en lice. Direct Info nous apprend que la société civile et la Commission nationale de recensement de vote rejettent les chiffres de l'opposition et du pouvoir. Le journal Le Soleil, lui, nous fait savoir que les premières tendances sont favorables au président sortant Macky Sall. On reste avec le journal Le Soleil qui nous apprend que les résultats seront proclamés vendredi au plus tard. Proclamation de résultats de la présidentielle en violation du code électoral. Pluie de pierres sur le Premier ministre hors la loi, écrit en manchette Vox Populi. Situation socio-politique en Côte d'Ivoire après les enseignants, 40 000 agents de 20 ministères menacent, nous apprend le sursaut. Fraternité Matin informe ses lecteurs que le CINESI reprend les cours. On reste avec le journal Fraternité Matin qui nous apprend également que Duncan a présenté les 5 axes de la stratégie ivoirienne pour éradiquer la faim et la malnutrition. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, Soro parle sans rien proposer, se désole en première page Le Jour Plus. Dernière escale de la revue de presse de ce jour, le Burkina Faso, où le quotidien nous informe que le commissariat de Piscila a été incendié et des terroristes ont été repoussés à Wanobian. Détournement d'équipements agricoles et de bœufs, l'Express du Faso nous apprend que devant le juge, le préfet de Dédougou ne reconnaît pas les faits. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 26 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. À demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.